Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du tour 6 de la deuxième édition de l'e-Open de France. On commence directement avec une donne de chelem assez difficile. Ouverture d'un cœur avec la main d'ouest, le partenaire répond un pic. Maintenant on dit 3 cœurs. Alors je vous rappelle que la zone de 3 cœurs c'est entre 14 beaux points et 17 mauvais points avec des beaux cœurs. Donc évidemment là la main colle parfaitement, on a 14 très beaux points. Maintenant en Est, on dit 4 trèfles, alors c'est une enchère un petit peu ambiguë. 3 piques ça montrerait 6 cartes à pique ou parfois 5 très beaux. 4 trèfles et 4 carreaux c'est a priori des enchères de contrôle à cœur, mais ça peut aussi être naturel avec des 5-5 de temps en temps. Bon, on part du principe que c'est un contrôle cœur, et puis si on a un 5-5 pique trèfle, il faudra faire un saut à 6 trèfles après par exemple. Alors sur 4 trèfles, l'Ouest a un premier choix. Il peut soit poser le Blackwood parce qu'il a vraiment une très belle main, soit dire 4 carreaux. Alors 4 carreaux, l'avantage c'est qu'on préférait que le partenaire pose le Blackwood, puisque s'il pose le Blackwood, on répondra très facilement à ses questions et on aura donné une très bonne expression de notre main. On aura juste à répondre qu'on a 3 clés, puis après dire qu'on a la dame d'atout, et puis ce sera tout bon, et on n'aura plus rien à faire, alors que si on prend le capitana, on est quand même plus embêté. Donc je pense que 4 carreaux est la meilleure enchère, et que maintenant, en Est, il ne faut pas trop se mouiller, parce que si le partenaire a une main comme As-Roi de cœur 6ème, Roi-Dame de trèfle, ça lui fait 10-12 points, et puis un roi de carreau par exemple, on est en danger au contrat de 5 cœurs dès que les atouts sont 4-1. Et je pense que si le partenaire a 2 clés et la dame d'atout dans cette situation, il devrait être capable de reparler s'il a une main agréable. Donc je pense que 4 cœurs est la bonne enchère et que maintenant c'est à Ouest de reparler. Alors certes la première fois il voulait pas poser le Blackwood parce qu'il pouvait exprimer très bien sa main si son partenaire le posait, mais là maintenant je crois que c'est l'heure parce qu'il a 3 clés et la dame d'atout, il sait très bien que son partenaire a une fragilité à cœur et que ça l'empêche de poser le Blackwood. Donc à mon avis à ce stade il faut reparler avec la main d'Ouest, poser le Blackwood. Bon après pour le grand chelem c'est franchement une autre histoire, 400 atouts, on répond 2 clés sans la dame d'atout. Je crois qu'on peut dire 500 atouts, mais S ne pourra jamais dire 6 piques parce qu'il ne connaît pas le valet de pique chez son partenaire. Donc le grand chelem, oublié à mon avis. Bon, bravo si là vous l'avez trouvé, mais je ne sais pas comment vous avez détecté le valet de pique, très honnêtement. Donc déjà un grand bravo à ceux qui ont réussi à atteindre le contrat de 6 cœurs, qui m'a l'air d'être le contrat tout à fait raisonnable. Alors sur cette donne 5, Nord en première position a 7 carreaux as roi valet et une dame annexe. Alors comme il est rouge contre vert, il peut se permettre d'ouvrir 2-3 carreaux, ça rentre dans la zone d'ouverture de 3 carreaux. C'est très constructif en première position rouge contre vert, 2 gros honneurs. Vert on aurait préféré une ouverture d'un carreau parce que on est trop fort pour cette ouverture de 3 carreaux, mais rouge contre vert ça fait pas de doute. 3 carreaux et la bonne taille. Passe en Est et maintenant est-ce qu'il faut enchérir avec la main de Sud? Alors on ne sait pas trop ce qui se trame. Si le partenaire a As-Roi de carreau 7ème, il est possible que les adversaires aient une manche à pique. De temps en temps, on peut avoir une manche à cœur. Et de temps en temps, on peut gagner 300 atouts si le partenaire a une petite dame de pique 3ème avec ses 7 carreaux As-Roi. Donc je pense que faire une enchère est plutôt le bon jeu pour ne pas laisser les adversaires enchérir gratuitement. Sur 3 cœurs, en or, on dit 300 atouts. Alors, on n'a certes pas d'arrêt pique, mais le partenaire pourrait juste avoir envie de trouver un fit cœur dans cette situation. Et s'il a 20 points d'honneur avec 6 cartes à cœur, il va bien dire 3 cœurs. Il ne faut pas dépasser le contrat de 300 atouts qui est a priori le meilleur contrat. Donc 300 atouts c'est la bonne enchère. Et maintenant en Sud on passe et on espère. Alors qu'est-ce qu'il faut entamer avec la main d'Est dans cette position? On a certes une très belle tête de séquence valet 19. Mais c'est une situation un peu particulière d'urgence ici. Parce qu'on sait que le déclarant va étaler cette levée de carreau, et que si on fait une entame dans l'optique d'affranchir des couleurs, ça va sûrement tourner au vinaigre, parce que dès que l'adversaire a l'arrêt trèfle plus un as, il va tabler. Donc ce qu'il faut faire dans ces situations, c'est essayer d'empocher 5 levées à l'entame. Alors quoi de mieux ici que d'entamer pique, puisque vous avez besoin de beaucoup moins de choses en entamant pique. Vous avez besoin de l'as de pique 5ème chez votre partenaire, alors qu'à trèfle, vous devez espérer as-dame de trèfle 5ème, ce qui est plus contraignant. Donc voilà pourquoi l'entame pique est la meilleure ici. Donc ça c'est spécifique aux situations de barrage, il faut entamer sous ses plus gros honneurs. Des fois on entame même l'as avec un as blanc, enfin voilà, les critères d'entame changent radicalement quand on sait que l'adversaire a déjà 7 levées de tête et il a juste à trouver 2 levées dans les couloirs annexes. Alors sur cette donne 7, on va avoir un gros problème d'enchère en or, passe en Sud, un trèfle d'ouverture en Ouest, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette main de Nord? Alors on a 6 trèfles As-Roi Dame et As-Roi de carreau 4ème.
Alors regardons toutes nos options. La première, ce serait de faire un compte toute distribution. Le problème, c'est d'une part qu'on est 2 un majeur, donc c'est quand même... première idée du compte, c'est quand même d'appeler au majeur et le partenaire pourra avoir une très mauvaise idée de notre main. Et le deuxième qui est beaucoup plus important, c'est que on va pas pouvoir nommer les trèfles derrière puisque ce sera un cubide. Donc c'est quand même gênant, on sera obligé de nommer les sans atouts derrière. Une deuxième option, c'est de dire 2 trèfles, donc c'est un petit peu pessimiste parce qu'on a quand même vraiment beaucoup de jeux pour 2 trèfles. Si les trèfles viennent, on a 8 levées de tête, donc il faut pas grand chose pour gagner une manche. Et enfin, la troisième option, c'est simplement de planter 300 atouts, d'espérer que les trèfles soient 3-3 et que le partenaire ait quelques petits machins dans les majors. Bon, ça a en plus un effet de barrage qui peut être utile de temps en temps quand les adversaires ont une manche ou une partielle à cœur, ça peut arriver. Donc je suis plutôt partisan de cette enchère de 300 atouts, en particulier après le pass d'entrée du partenaire, pour voir un peu ce qui se passe. Bon, vous allez jouer ce contrat de 300 atouts, si vous faites cette enchère, vous allez perdre 3 levées de cœur, l'as de pique et puis une levée de trèfle, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Mais voilà, s'il y avait une répartition un petit peu plus agréable des trèfles, vous auriez pu gagner ce contrat. Bon, certes, grâce à ce roi dame sec, mais le partenaire a pas toujours une poubelle comme ça. Et vous voyez que même en face de ça, vous n'étiez pas très loin de gagner votre contrat. Donc je pense que c'est assez mérité, cette enchère de 300 atouts dite gambling. Bon, dites-moi ce que vous avez fait avec cette main, ça m'intéresse parce que c'était franchement pas évident. Alors une fois n'est pas coutume, on va revenir sur nos pas et retourner à la Dun 2. J'aimerais savoir ce que vous feriez avec la main de Nord après l'ouverture de 4 trèfles en S, passe-passe. J'aime bien cette ouverture de 4 trèfles vers contre rouge, elle met beaucoup de pression aux adversaires et ici c'est une bonne illustration. En or on a 4 enchères qui paraissent raisonnables. Bon, celle que j'aime le moins pour commencer, l'enchère de passe. Bon, on est rouge contre vert, certes on va marquer dans la colonne mais c'est quand même pas très ambitieux. Ensuite, on a l'enchère de 400 atouts. Donc je vous rappelle que 400 atouts est naturel dans cette séquence. Après l'ouverture de 4 mineurs, 400 atouts est naturel. Après l'ouverture de 4 majeurs, 400 atouts est bicolore. Bon, ça a l'avantage de nous faire jouer un contrat qui sera au moins jouable. Le problème étant que notre main s'adapte plus à un jeu à la couleur. Ensuite, on a l'enchère de contre. Si le partenaire répond 4 cœurs, ce qui est très probable, il faut savoir ce que veut dire 4 piques. Alors, est-ce que ça montre une main forte unicolore à pique, ou est-ce que ça montre une main avec 4 piques et un repli à carreau? La question est ouverte, c'est le même type de question qu'une séquence un petit peu différente que je vais vous montrer. 3 trèfles, contre, passe, 4 trèfles, passe, 4 cœurs, passe, 4 piques. Donc c'est exactement la même question, est-ce que cette enchère de 4 piques elle est forte avec du pique, ou est-ce que c'est 4 piques avec 5 cartes à carreau? Donc si c'est le cas, après 4 trèfles passe, je pense que la meilleure enchère est contre, mais je doute qu'il y ait beaucoup de paires qui aient un agrément sur le sujet, et c'est quand même une option assez dangereuse. Et il y a une dernière option qui est tout simplement de choisir qu'on a envie de jouer 4 piques et de dire 4 trèfles, passe, 4 piques. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis intéressé d'avoir votre avis sur le sujet, c'est vraiment très compliqué à mon avis. A noter qu'il y a un contrat de 6 piques qui est jouable en nord-sud mais qui est impossible à appeler. Je crois que sur une ouverture de barrage, personne n'a été capable de jouer ce contrat de 6 piques. Dites-moi si ça a été le cas de votre paire ou de vos adversaires parce que ce serait véritablement un exploit. Allez, c'est l'heure de vous montrer les résultats. Dans la première poule, c'est Milan qui reste en tête, juste devant les bots, donc confirmation que ces deux équipes sont qualifiées avec un peu moins de 90 points. Derrière, on a Pridgehouse qui a assuré également sa qualification avec désormais plus de 20 points d'avance sur la 5e place. Et on a toujours un ballottage entre le 4e, le 5e et même le 6e, l'équipe ES, qui peut espérer remonter. Alors on aura des matchs évidemment très importants ce soir. Sushi qui joue contre Capo Team, donc les derniers pour l'instant au classement, mais qui était quand même quart de finaliste la dernière édition. Et puis on a Common Corp qui a encore sa chance, qui joue contre l'équipe ES, donc 5 contre 6. Les deux peuvent encore se qualifier. Si une des équipes met une grosse tôle à l'autre, ils peuvent encore espérer passer devant Sushi. Donc on va suivre ça avec attention. Dans la deuxième poule, c'est une Olive sur le Broadshoe qui continue sa super partie. Donc 5 victoires en 6 matchs avec une courte défaite dans le paquet. Il devance les Canley qui sont juste à la moyenne avec 63 points en 6 matchs. Bon, on a encore les 5e qui peuvent espérer passer devant les 2e, les 3e, les 4e. C'est très serré derrière.
On va voir ce qu'il en est. Ce soir, on suivra au VuGraph le match des Cannelés contre l'équipe Albaran, qui sont premiers à l'indice et pour l'instant en souffrance. On va voir s'ils sont capables de mettre un coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite pour passer devant tout ce beau monde. Dans la troisième poule, on a toujours l'équipe Bret Austria qui marche sur la concurrence avec 93 PV. Derrière, l'équipe Cube Brezel est en deuxième position, est également qualifiée, tout comme l'équipe de Melik et Melik qui est qualifiée puisqu'elle finit par un bye. Et derrière, on aura un match très important entre Epsilon et Bret Austria. Si Epsilon fait un bon résultat, ils vont pouvoir rester devant les presque jeunes, qui jouent quant à eux contre l'internationale française, avant-dernier du classement pour l'instant, mais qui ont failli se qualifier en quart de finale de la dernière édition. Donc voilà, tout reste encore ouvert dans cette poule pour la 4e place. Il y a deux équipes qui sont au coude à coude et qui peuvent espérer accrocher ce quart de finale. Et enfin, dans la 4e poule, donc la plus resserrée, on a quasiment toutes les équipes qui peuvent espérer. Bon, peut-être l'équipe du BCSH est un peu plus décrochée, mais les 6e peuvent encore espérer dépasser les 4e. On aura un match très important entre les Poker Fous et les artistes. Les artistes qui peuvent dépasser à la fois les 4e, mais aussi les 2e et les 3e. Donc c'est très ouvert entre la 2e et la 5e place et beaucoup de suspense ce soir. Bien évidemment, on finit par le Butler. En première position, on retrouve Iris et Arnaud qui ont profité de la contre-performance entre guillemets de Michel Lisoire qui n'a marqué que 5e P lors de son dernier match et qui donc a drastiquement baissé sa moyenne d'IMP par donne. Et qui se retrouve en 3e position. Derrière, on retrouve les habitués, Clément Tail, Romain Bloch qui n'ont joué qu'un match, Bati Costi et Clara Couder-Storti juste derrière, et quelques noms bien connus dans les positions suivantes. Je vous donne rendez-vous à 18h ce soir pour aller suivre la finale d'un championnat américain. Ce sera en direct d'une part sur le VuGraph de BBO et d'autre part sur la chaîne eOpen de France, la chaîne Twitch. Donc venez nombreux, il y a une équipe française au final. Je vous en dirai plus sur Facebook cet après-midi. Et puis c'est moi qui vais pouvoir tenter la technologie du live différé, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour aller suivre la finale américaine, puis le dernier tour du round robin de cette 2e édition de l'eOpen de France. Salut!